François Bon, 1925-2025, un an avec Howard Phillips Lovecraft, c'est un protocole, on s'y tiendra jusqu'au 6 janvier 1926, date de son départ, retour pour Providence, l'année 1925, un petit calepin comme il l'utilise tous les ans, mais celui de 1925 a une spécificité, c'est celui qu'il utilise toute son année à Brooklyn, dans ce studio avec deux alcôves qu'il occupe au 169 Clinton Street, dans le quartier de Brooklyn Heights, un quartier populaire. Il paye $8 la semaine de loyer. Il y a emménagé le 31 décembre dernier et l'expérience durera jusqu'au 6 janvier 1926, date de son départ, retour pour Providence. Alors, protocole, ce à quoi on s'astreint, c'est chaque jour, on a 3 petites lignes, des petites cases bien précises où il note ce qui lui semble important dans sa journée, ou en tout cas parce que il y a des silences, il y a des absences. C'est le matériau qu'il utilise ensuite pour écrire à ses deux tantes, Lillian et Annie, restées à Providence. Est-ce que ça décrit l'intérieur même de Lovecraft? Non, c'est l'image qu'on sort de soi pour constituer cet être social qui n'est sans doute pas tout ce qu'on rumine au fond, mais c'est d'autant plus là, nous, qu'il y a à travailler, décrypter, observer, parce que c'est dans ce rapport à ce qu'on tient hors de soi, qui peut être absolument trivial, comme tenir compte d'éléments extrêmement décisifs pour le travail. C'est dans cette distension-là qu'on retrouve ce qui est le travail avec la part obscure de chacun, ou sur la part obscure, nous-mêmes, chacun. Quand il s'agit d'écriture, eh bien, on va y aller immédiatement y voir. Alors, ordi, on est en juin 1925, donc on a fait jusqu'ici, on a tenu là les vidéos, là, c'est-à-dire cette reprise-là de ce que je transmets chaque matin jusque la dernière fois, c'était ce samedi 20. On a donc ouvert dimanche une nouvelle semaine. C'est chaque fois le haut de page du carnet est un dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et nous sommes là aujourd'hui le 24 pour nous un mardi, pour eux le mercredi, toujours une journée de décalage là dans notre compte 1925-2025. N'empêche que pour ce qui est de suivre Lovecraft au jour le jour à 100 ans près, on s'y tient. Et là, c'était l'idée de tenir les 4 jours ensemble, oui, puisqu'on a 2 jours où tout d'un coup ça se raréfie. Ça se raréfie pourquoi? Alors dimanche, Up Noun, lever midi. En gros, ce sera aussi le cas lundi. Up Noun, lever midi. Up late, ça veut dire que c'est plutôt à 14h ou 15h si c'est pas plus tard. Mais on n'a pas, comme on a eu là le fin mai, ces suites complètes de nuits blanches, ou alors dormir une nuit sur 2. Non, il y a toujours ce mot retire, c'est qu'on prend un temps quand même nocturne et régulier de sommeil, et comme si quelque chose se défaisait dimanche et se refaisait mercredi. Où est-ce qu'il faut le chercher? Peut-être justement dans ses initiales SH. Vous savez qu'il s'agit de Sonia Haffiken Green, son épouse. Lundi, oui, on se lève à midi. Elle sort et elle revient, des courses à faire, on ne sait pas, et elle s'en va, donc ce sera forcément le soir, mais justement, LV.FOR blanc CLVD live for Cleveland, comme s'il fallait comprimer les lettres pour réduire la portée de l'événement. Évidemment qu'elle s'en va le soir, puisque c'est un train de nuit, un train qui met 10 heures et qui arrivera très tôt le matin, 6h, 7h à Cleveland. Et ce qui est pour moi la grande surprise, même si on ne suit pas les heures dans l'ordre, c'est que Lovecraft, il est en train de lire. Sonia descend, elle va faire des courses, elle revient. Et puis, elle part pour Cleveland. Lui, il n'arrête pas de faire tout le temps les allers-retours à Manhattan.
Est-ce que vous croyez qu'il va l'accompagner à la gare? Non. Mais enfin, qu'est-ce que ce serait pour lui de descendre, de prendre le métro avec elle, lui porter sa petite valise et l'accompagner jusqu'à la Penn Station et puis revenir? Non. Read more. Read. Sonia, au revoir. Read more. Elle part. Et lui, c'est comme si, je suis en train de lire. Ah, t'es parti. Page suivante. Et, cette espèce de blanc là, c'est quelque chose donc, dans cette semaine-là, avec comme si les lignes même, vous voyez, s'espaçaient. Là, on a toujours la petite ligne bleue avec régulièrement là, le jour, le quantième du jour qui s'inscrit au milieu dans une répartition tout à fait géométrique, mathématique. Mais là, tout d'un coup, il y a du blanc. Et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'elle est partie, qu'elle grimpe dans son train couchette, qu'elle toute la nuit, ça va être ça. Ben, il monte à l'étage au-dessus, on va revoir George Kirk qui continue. Là, il va bientôt redonner la chambre, il va bientôt ne plus vivre Clinton Street, c'est encore une étape. Il a déjà une deuxième chambre plus près de Brooklyn Bridge et en fait il dort le plus souvent directement dans la librairie, celle de Martin et Sarah Kamin, qui est 4e avenue à Manhattan. Mais bon, bah, il revient s'héberger très souvent encore à Clinton Street. Ben, Lovecraft, Sonia est pas là, je vais monter voir le voisin du dessus. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On bavasse, on discute. Vous savez, on avait fait l'autre jour un registre des mots qu'il emploie pour tout ce qui est débattre, discuter, converser, etc. Ou peut-être même, ça leur arrive aussi de lire ensemble, peut-être même qu'il a monté son livre et qu'il va lui lire des passages de ce livre qu'il est en train... Alors, le jour suivant, mais on va peut-être revenir au dimanche, played, il n'y a pas Sonia, on peut rester au lit toute la journée. De toute façon, étant allé chez George Kirk, à quelle heure il est redescendu, ça, il s'est bien gardé de nous le dire, ça leur arrive souvent que ce soit jusqu'à 2h, 3h, 4h, 5h du matin. Et là, c'est quand même ce mot « right » qui revient, et c'est qu'il y a toujours cette ambivalence aussi, le mot « right ». C'est plus facile quand il est seul dans le studio et qu'il n'est pas dans la vie, évidemment. Ils sont mariés, pour le meilleur et pour le pire. C'est quoi le pire? Le pire, c'est d'écrire avec quelqu'un à côté. Ouais, c'est pas simple et en même temps, c'est une école extrêmement profonde. Il va quand même se faire un petit manger. Alors manger, c'est souvent c'est une boîte de haricots. D'ailleurs, souvent il le dit dans ces cas-là. Il dit bean, B-E-A-N, bean, dinner, etc. J'en ai vu un là, juste là. Ces jours-ci, là, non, il précise pas, mais c'est souvent ça, ou alors un plat de spaghettis à l'eau, toute simple, qu'il se fait. Il descendra faire ses petites courses, il remontera, c'est le soir, il va passer la soirée à lire et à écrire, et quant au mot « right », c'est à Lillian Clark, sa tante de Providence, et là, j'arrête de radoter, il faut que j'arrête de radoter, voilà, une lettre qui reprend 1, 2, 3, 4, 5, qui déplie les 5 derniers jours, et cette lettre-là à Lillian, est-ce que c'est s'immiscer dans la conversation de Howard Phillips Kraft et de sa tante Lillian Clark? Non, c'est autre chose, c'est-à-dire que pour lui, c'est fabriquer son journal. Comme le journal d'Amiel, comme le journal de Jules Renard, comme tant d'autres grands journaux de littérature. C'est un pan entier de la littérature, le journal. Mais ce journal ne se constitue qu'en se séparant de lui. C'est-à-dire le carnet. Est-ce que le carnet est un journal ? C'est justement ça l'intérêt de ce défi-là. Bientôt on est à la moitié. Vous vous rendez compte, plus de 170 envois. Des fois, tu te dis, mais t'en as marre, tu veux quoi? Oui, mais après, tu te dis, waouh, je suis à la moitié. On continue. Ça, c'est une petite digression. Mais quand il
écrit, et c'est pour ça qu'il dit pas write letters. Write letters, c'est écrire pour le United Amateur, c'est répondre à tous ses correspondants, mais écrire à l'Alien, c'est écrire tout simplement, c'est creuser pour soi ce qui est la vie de Howard Phillips Lovecraft dans son siècle, dans son temps présent, et ça c'est tellement important. Alors maintenant, on va reprendre les deux bords du sandwich. On était dimanche, up known, et quand Sonia est là, il y a le mot breakfast. Vous pourrez voir, il n'y a jamais le mot breakfast quand Sonia n'est pas là. Elle a une vie beaucoup plus réglée que la sienne. C'est pas une question ni de jugement ni de morale. D'ailleurs, les 2 dernières semaines, vous savez qu'avec elle, il y a eu plusieurs excursions. Une longue excursion jusqu'à Elizabeth dans le New Jersey en traversant Staten Island. Une autre excursion vers Yonkers. Ils en referont une autre d'ailleurs tout bientôt. Là, ils vont aller à Haynold, justement dans le tout au-dessus de Riverside, une zone au-dessus de Manhattan, qui est à la hauteur du Bronx, mais côté Hudson, et qui est où c'est des chemins de ferme, où c'est des collines. Voilà, ça c'est là évidemment quand tu marches 20 kilomètres, il faut bien se nourrir en amont. Et pour Sonia, ces questions là d'oxygène de respiration dans le New York pollué invraisemblablement, c'est une nécessité de toute façon d'ordre de première importance. Alors ce dimanche, Breakfast, on va avoir aussi une série qui va nous porter plusieurs jours, Red Providence Books. Alors dans la bibliothèque personnelle de Howard Phillips Lovecraft, voir les PDF précédents, je fais un petit sample, là, puisque les index de S.T. Yoshi sont formidables, des 5 ou 6 livres classiques sur l'histoire du Rhode Island et sur l'histoire de Providence qui était en possession de Lovecraft. Et en ce moment, il est en lecture permanente de l'histoire de Providence et du Rhode Island. C'est comme s'il lui fallait, au bout là de 2 ans quasiment à New York, et dans cette année de Clinton Street, là, dans cette bascule qui petit à petit va le séparer de New York pour le expulser vers son Providence, assumer le Rhode Island dans son histoire, l'histoire de sa colonisation, dans ses noms, dans ses données économiques, politiques, et ça, ouais, c'est tout un rayon de sa bibliothèque. Et on va le retrouver, par exemple, dans l'affaire Charles Dexter Ward, qui sera écrite au retour à Providence dans 2 ans, mais qui sera toute lestée de cette histoire de Providence. Et là, donc, c'est des livres dont il dispose déjà, trouvés chez les bouquinistes, puisqu'on passe son temps avec Clark et tout ça, à passer chez les bouquinistes. Alors, pensez bien qu'à New York, des livres sur l'histoire coloniale du Rhode Island, ça vaut pas cher, donc il en a plein. Par contre, on va voir là qu'il y en a un au moins dont il ne dispose pas, c'est le livre de Gertrude Selwyn Kimball, une femme qui est morte en 1910, et en 1912, elle laisse un livre qui s'appelle donc l'histoire coloniale de Providence, et ce livre-là, qui sera pour lui hors de portée, du point de vue, ne pourra pas se l'acheter, mais ce sera justement un indice d'une autre régularité de Lovecraft. C'est le mot library, donc sur la 5e avenue de New York, mais c'est juste à côté de Grand Central, c'est juste à côté de Times Square, c'est-à-dire c'est les métros qui descendent directement de Flatbush à Clinton Street. Ça tremble, on passe sous la East River, vous imaginez toute cette flotte au-dessus de vous, et quand vous réémergez vers Times Square, c'est bon, vous n'avez plus qu'à rejoindre la 5e avenue, il y a cette Public Library avec ses grands gradins, ces 2 lions qui donnent sur l'avenue, mais là, on s'aperçoit que très souvent, plusieurs fois par semaine, Lovecraft, dès qu'il a un créneau de 2 heures, de 3 heures à employer à Manhattan, c'est là qu'il va lire. Il va lire quoi? Par exemple, les nouveautés. Ce qu'on dit nous, la littérature contemporaine. Oh tu vas pas t'acheter la gnognotte. Non, mais justement, comme c'est des auteurs que tu suis, Campbell et tout ça, tu vas les lire à la bibliothèque. Parce que de toute façon, les bibliothèques, ils sont disponibles.
Et lorsqu'il s'agit d'un livre comme là, celui de Gertrude Selwyn Kimball sur l'histoire coloniale de Providence, ce livre paru en 1912, 2 ans après sa mort, un travail énorme. C'est en bibliothèque qu'il le lit. Alors, retour au dimanche, Dust Room. Ouais, alors là, maintenant, ça aussi, c'est étrange, parce que, est-ce que tu notes que les choses importantes? Est-ce que faire le ménage, c'est important? Bah ouais, c'est important. Mais est-ce que tu as besoin pour autant de le noter? C'est parce que il nous dit ailleurs qu'une fois tous les 3 jours, il fait le ménage, et que donc c'est pour se souvenir. Ah, c'est quand que j'avais fait le ménage? Oh, il y a déjà 2 jours. Oh, c'était il y a 3 jours. Oh, ça peut bien attendre jusqu'à demain. C'est plus compliqué que ça. En tout cas, Dust Room, c'est comme s'il y avait aussi faire le ménage, c'est ranger les trucs sur la table, c'est ranger les papiers, c'est reprendre les livres et les retrier, les remettre dans les bibliothèques à vitrine, c'est ranger les dictionnaires, c'est voir où est-ce que j'ai mis la bouteille d'encre, etc. Donc, Dust Room, c'est aussi préparer l'établi pour le travail. En tout cas, sinon, je vois pas pourquoi il le noterait. How to drugstore. Alors, drugstore, c'est plus là où on prend aussi les médicaments. Alors, est-ce que c'est pour Sonia qui a besoin d'aller chercher des trucs pour qu'elle respire, pour que c'est probable, mais Sonia n'est pas nommée ici. On sait qu'elle est derrière le breakfast, qu'elle est probablement derrière le drugstore, avec SH, donc SH out shopping. Peut-être que justement ils ont été faire les courses, mais que l'histoire du drugstore, c'est bien que lui y aille parce que peut-être c'est une migraine, on ne sait pas, c'est juste ça. Mais oui, c'est comme ces petites notations, vous refabriquez une sorte de temps. Et là, j'y reviens pas. Leave for Cleveland, et c'est à peine on sera mercredi matin, parce que moi là je vais te dire 23, mais qu'est-ce que je vais raconter? À peine on est mercredi matin que SH arrive up early, c'est-à-dire que lui s'est levé tôt. Est-ce qu'il est allé l'attendre à la Penn Station? Mais quand même, elle vient de se choper 2 nuits successives, complètes, dans des trains qui mettent 10 heures, qui s'arrêtent dans plein de gares, qui balancent. C'est en février, c'était chopé une escarbille dans l'œil, il n'y avait pas moyen d'enlever ça. Donc, puis le journal est lesté de déraillements, d'explosions de chaudières. Il y en a encore eu une la semaine dernière. Ce train qui revenait là dans le New Jersey en provenance de Chicago, avec des Américano-Allemands qui allaient reprendre le paquebot pour repartir voir leur famille en Allemagne du Nord. 40 morts. C'est pas rien, ce genre de voyage. Et qu'est-ce qu'elle a été faire? Ça a été quoi, sa journée à Cleveland? Sonia, apparemment, elle est revenue impromptue de Saratoga il y a 3 semaines. Aussitôt, ça a été des rendez-vous à Manhattan. Ça n'a pas arrêté parce qu'elle va avoir un nouveau travail. Donc, c'est se former avec son nouvel employeur. Attention à pas mettre des mots anachroniques, mais il faut bien apprendre, rencontrer les fournisseurs, savoir comment ça marche là dans le magasin de New York, et qui sont les responsables, qu'est-ce qu'il faut faire comme formalité administrative. Et là, elle va aller visiter à Cleveland le magasin dans lequel elle va travailler. Peut-être aussi en plus, il va falloir qu'elle trouve là en 24 heures un logement, et un logement qui soit pas cher, parce que là elle retrouve un salaire, mais ça fait depuis début février, ça fait bientôt 4 mois qu'elle n'a plus de salaire. Et quant à Lovecraft, lui, c'est pas un radis qu'il fait rentrer, il n'y a pas de marmite commune. Oh non, même pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Cleveland pour Sonia? Peut-être qu'effectivement, si là, il n'écrit plus à Lillian Clark, mais cette fois, c'est au tour maintenant d'une lettre qu'il enverra à Annie Gamwell. Peut-être que là, il dit, Sonia, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vu, où est-ce qu'elle est allée, parce qu'il est fier en même temps. Il est fier aussi, et puis ça le protège vis-à-vis de ses tantes. Sonia s'est rendue à Cleveland parce qu'elle va être employée dans telle grande chaîne de magasins où elle aura fonction de directrice des achats, responsable de la mode. C'est pas rien. Alors peut-être que dans la lettre à Annie Gamwell, oui, mais simplement, nous, sur toutes ces lettres qui sont citées ici, 80-90, on n'en a
elles sont numérisées à la Brown, formidable. On a l'édition de S.T. Yoshi qui est intégrale maintenant. On en a 52 à Lillian, plus 2 à Annie Gamoil. Les autres ont disparu. Et Sonia, donc, quand elle arrive, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Donc, Sonia, après 2 nuits blanches dans le train et une journée de corvée à Cleveland, monsieur est en train de lire ses livres sur l'histoire de Providence. Oh, on va quand même dîner et on va ressortir un peu avec Sonia. On va aller voir quoi? Ah, les vitrines. Pourquoi tu regardes les vitrines? Ben oui, parce que vous savez, il y a eu le cambriolage et il doit se racheter un nouveau costume. C'est un feuilleton complet, ce nouveau costume. Mais c'est à force de voir des vitrines qui vont finir par en trouver un qui ne coûtera que $25. Et à peine là, dans l'après-midi, que Sonia, vous croyez que quand même elle serait un peu fatiguée? Ben oui, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient au Clinton Street et monsieur, on est en fin d'après-midi, s'en va sur Manhattan à la bibliothèque lire un livre sur l'histoire de Providence, le livre de Gertrude Selwyn Kimball. Pourquoi? Et donc à peine elle est revenue, ils se sont pas vus là que non, c'est pas passé la soirée ensemble. Ah ben oui, mais il a une raison majeure. C'est que ce soir, c'est la réunion hebdomadaire des boys, et pas des boys and girls. Et quelle belle réunion, boys meeting, tout le monde est présent. Alors la semaine dernière, c'était McNeil et Leeds continuent d'être vexés. Donc cette semaine, c'est avec Leeds, Morton qui est venu de Patterson, et Morton... je crois qu'il y a Frank Belknap Long aussi qui est cité, et Lovecraft, oui c'est ça, Wes Sonny, Morton, quand même, il va repartir de bonne heure et rejoindre Sonia. Et il y a cette là, ce truc Leeds Matter, hein, c'est-à-dire que Leeds, vous savez, il y a ce truc en ce moment que Leeds a proposé à Lovecraft de rédiger des trucs publicitaires pour les journaux, et ben... Ça fait 3 semaines, et peut-être que Leeds commence alors, t'en es où que Lovecraft, suspense. Alors allons voir, voilà ces 4 jours d'écrit, allons voir les petits PDF. C'est quoi les PDF? On est dans le sous-marin, on lève le périscope, et au-dessus de la surface, on le tourne, qu'est-ce qu'on voit? On a tout le New York Times à notre disposition, et on voit l'époque. Partie 2, l'époque. Alors prenons-les dans l'ordre, puisque les vidéos, peut-être c'est pas tous les jours, mais mon rituel du PDF à 8h du matin, ça pour moi, c'est si tout d'un coup je pouvais pas, je crois que j'en tremblerais de partout. Alors on est dimanche, il se passe quoi? On va se régler sur le 06 21 1 9 2 5. On va tout de suite partir dans les gros titres. Et les gros titres, c'est ça. 142 avions qui s'installent à Staten Island pour le plus grand air circus qu'on ait jamais vu. 142 avions, et simplement quand vous regardez ce Miller Field, qui à l'époque est un petit aéroport militaire qui sera un aéroport utilisé pour des trucs militaires jusque dans les années 60, puis plus ou moins abandonné, puis maintenant ils en ont fait quoi? Ils en ont fait des terrains de foot. C'est-à-dire grands comme les 3 ou 4 terrains de foot qui sont là les clubs de gamins de foot de Staten Island, et on est pile du côté de Lovecraft. On est sur Staten Island, là, ce Miller Field, c'est ce qui est directement en face de Brooklyn. Donc les 142 avions qui brouillent dans tous les sens, Lovecraft les voit et surtout les entend. Et alors qu'est-ce qu'ils font? C'est des acrobaties, des voltiges. Et qu'est-ce qu'on fabrique? C'est Ben-Hur, c'est les gladiateurs. On simule quoi? Tiens, ouais, ça reste toujours dans les fantômes, ça, c'est du présent. C'est-à-dire on simule des combats aériens. L'avion est l'avenir de la guerre. Et c'est déjà ça, c'est-à-dire qu'on simule des événements. Alors, vous savez qu'après, on plante des pylônes, peut-être il y a ça aussi, des courses. Alors les courses, on fait des 8 entre les pylônes, parce que les pylônes, ils sont à 2 km de distance pour que les gens soient au milieu
milieu. Puis si on se frite 2 avions, bah, pof, ouf, ça explose, ça fait un bon coup de fumée, 2 aviateurs de moins, c'est magnifique. Et c'est ça, c'est ce côté gladiateur, il est là. Or, qui fera de ça littérature? William Faulkner, avec son Pylone. Et Pylone, c'est avec ce journaliste qui est plus ou moins le témoin, qui remplace l'auteur, qui est là tout graisseux, le mécanicien qui parle pas, la femme et l'enfant, et la relation bizarre entre la femme et le journaliste. C'est majeur. Lovecraft, après avoir vu ces 142 avions là-bas, dansant comme un essaim de moustique, il aurait pu écrire Pylone. Ah oui, mais c'est pas son truc. Et ça aussi pour moi, ça m'interroge. Qu'est-ce qui fait qu'en littérature, ce que tu écris s'impose à toi? Et là, ça s'imposera à ce type d'Oxford, Mississippi, qui s'appelle William Faulkner et qui publiera Pylone, mais quand? En 1935. Dans 10 ans. Dans 10 ans. Ces Health Circus deviendront, là, un cœur de littérature. Pas plus, mais dans mon PDF, évidemment, quand tu cherches, tu trouves, tu cherches à Millersfield, mais tu trouves qu'est-ce que c'était à l'époque. Là, évidemment, on n'est plus avec des biplans, donc la carte postale doit être un peu plus tardive, mais tu peux retravailler et tu peux visualiser tout ce contexte. Alors, évidemment, ce que j'ai raconté, Afternoon Breakfast, levé à midi, petit déjeuner, lu l'histoire de Providence, et là, le compte-rendu du New York Times. 35 000 personnes se sont rassemblées hier à Millerfield sur Staten Island pour assister aux évolutions de 142 avions, voire des tanks affronter des chasseurs aériens dans la plus réaliste des batailles et frémir quand les parachutistes se jetaient dans le vide. Les 17 démonstrations proposées par la 27e division des gardes nationaux de l'Air Force et des corps de Marines se sont déroulées sans un seul accident, sinon que 2 parachutistes pris dans une rafale de vent imprévue furent jetés à 300 mètres du rivage, mais on les a repêchés, tout va bien. Mais alors là, moi, c'est tous les jours partie de mon protocole, j'ai recopié un article complet, mais vous imaginez comment la langue s'approprie des réalités qui n'ont jamais encore eu d'image langagière. Ouais, parce que Lovecraft, quand il écrit ses fictions et qu'il fabrique le fantastique qui est le nôtre, à partir de nos peurs, de nos angoisses. C'est dans ce même mouvement, dans l'organicité de ce mouvement qu'il l'écrit. Alors Macmillan, c'est un de nos marqueurs. Ça y est, Amundsen est revenu, Amundsen est sauvé, et maintenant Macmillan, à lui de partir d'une île tout en haut du Groenland. Qu'est-ce qui est étrange dans cet article? Vous voyez pas? Ben si, c'est-à-dire que Amundsen est revenu, et Amundsen revient bredouille. Amundsen revient avec une négative. Amundsen revient en disant, et ça a été long, pendant 15 jours, là, on commençait à lancer les expéditions de secours, on n'avait aucune nouvelle, on ne savait pas ce qu'il était devenu. Amundsen dit, non, il n'y a pas de terre au pôle Nord. Et Macmillan, qu'est-ce qu'il dit? Amundsen a dû revenir sans avoir trouvé la Terre. Alors c'est moi qui vais la trouver, la Terre du pôle Nord. Alors un autre marqueur là qui rentre, on en a parlé, le radium. Alors la peinture au radium, c'est une peinture qui est un peu fluo, donc il y a les usages médicaux du radium, et là c'est grande partie, mais il y a les usages Alors, il y a les usages médicaux du radium, et là encore, on débrouille, comment est morte la pauvre Marie Curie, mais il y a les usages industriels, et ces femmes qui utilisent des peintures au radium pour mettre les trucs fluorescents, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent le pinceau et elles humidifient le pinceau avec leur salive. Et là, on en est à 7 morts de jeunes femmes entre 20 et 25 ans dans les usines de radium. Alors, premier marqueur, mais vous verrez qu'on en aura un autre demain, c'est une enquête est ouverte et l'enquête va être étendue à toutes les usines de radium. Pas seulement celles où sont mortes telle ou telle de ces jeunes femmes. Marqueur 1, pourquoi? Ce sera quoi le suivant? Mais ce sera la réaction des patrons
Disons, ouais, qu'est-ce qui nous prouve que le radium est dangereux? Peut-être ces jeunes femmes étaient-elles en mauvaise santé avant que nous les embauchions. Ça sera puant. Ouais, mais est-ce qu'on est sorti de ces trucs-là? Glyphosate. Hein? Et c'est intéressant pour ça aussi. On a des maquettes de nos insolubles dans l'immédiat des impasses sociales. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Allez, on passe. Qu'est-ce que j'ai dit aussi encore dans mon PDF? Alors évidemment, on a toujours aussi des petits trucs plus rigolos. Par exemple, tiens, quelqu'un vient de recevoir une lettre de l'administration. Ah, ça tombe bien, il avait posé la question il y a 7 ans. Londres. À Londres, on a eu 22 jours sans pluie, 22 jours de soleil. Magnifique, est-ce qu'on avait déjà vu ça? Et donc, dans le supplément lettres, une pleine page sur Whitman et New York. Quand il y a le français de service, c'est un magnifique portrait de Barbus. Et puis Conrad, la fabrique des best-sellers. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que c'est seulement après la mort, aussi bien pour Conrad que pour Kipling, que maintenant on fait les auteurs géants. Et ça aussi, c'est des questions pour eux, là, les types de 30 balais qui sont en train de les lire, les journaux. Autre surprise, dans le supplément magazine du New York Times, vous savez qu'en juillet, c'est le procès là, de cet enseignant qui avait osé, dans le Tennessee, près de Nashville, évoquer les théories de Darwin avec ses étudiants. Il s'appelle M. Scopes et le procès devient une affaire nationale. Alors, le New York Times, qu'est-ce qu'on fait quand on est journaliste digne de ce nom? Eh bien, on compare les arguments. Alors, vous voyez, au milieu, c'est cette belle déesse au sein nu qui répand le savoir. Et puis, de l'autre côté, il y a l'homme crispé qui défend le fondamentalisme. Et il y a l'homme, lui, avec le col de chemise ouvert et la cornue scientifique qui défend les théories de l'évolution. Both sides? Non, mais franchement, il y a égalité entre les deux côtés. Ça aussi. Qu'est-ce que c'est bien de travailler à 100 ans de distance, ça. Alors le 22, c'est ça le 22 où les lignes s'espacent. Je suis parti sur une chose qui m'attache beaucoup à Lovecraft aussi. C'est le 2e séjour chez Barlow en Floride, près de Orlando en 1935. Et quand il revient, il repart à petites étapes. Il part à Palatka. Oh, que j'adore Palatka. C'est une ville où je pourrais vivre, Palatka. C'est tout petit, ça n'a aucun intérêt. Mais quand même, bizarrement, tu t'y sens bien. Donc, on est le 18 août 1935. Il a passé 2 mois chez les Barlow. Les parents n'étaient pas là. Il était seul avec le jeune Barlow de 17 ans. Ils se sont pas quittés. Ils se sont roulés dans la boue. Ils ont nagé. Pas nagé, parce que Lovecraft, il sait pas ça. Mais il y a des lacs, tout ça. Et quand il repart, il s'arrête aussi à Saint Augustine. Saint Augustine, c'est une des plus vieilles villes d'implantation européenne sur le continent américain. C'est une ville espagnole et qui garde, oh là là, ô combien précieusement, toutes ses traces. Et à Augustine, il découvre qu'à sa chaîne de montre, il y avait une petite bille de porcelaine bleue qui lui venait de son grand-père et que cette petite bille de porcelaine bleue, elle est tombée. Et là, à Barlow, tout le voyage, il va envoyer des cartes postales, 1 par jour au moins, quelquefois 2 par jour, racontant où il en est et à quel endroit il faudrait chercher pour avoir une chance de retrouver la petite bille de porcelaine bleue si Barlow voulait bien. Et évidemment, t'oses pas le dire, donc tu noies le poisson, le truc, et puis finalement tu reviens toujours à la petite bille de porcelaine bleue. Alors bon, quand t'as pas quelque chose d'autre à dire, ben oui, mais justement, ce que tu dévoiles, c'est le corps de Lovecraft dans son lien aussi aux objets. La petite bille de porcelaine bleue, Clinton Street, il la porte sur lui. Donc c'était l'occasion aussi d'aller revoir un petit manus, une petite carte postale, et à quoi ça ressemble. Les cartes postales de Howard Phillips Lovecraft. Il reste une petite place pour l'adresse? Oui, il reste une petite place pour l'adresse ici, là. Air Barlow, 128 Sud-Ouest, etc., à Dayland, Florida. Et qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? Alors, Macmillan Lives, ça y est, Macmillan est parti.
y a quelque chose, oh, t'aurais presque une petite larme, c'est des enfants aveugles, et dans leur institution, il y avait un chien, et puis le chien est mort, le petit chien est mort, le petit chien Rex était resté 10 ans le gardien des enfants de cette institution pour aveugles. Ils sont 35 et ils font appel via le journal qui nous redonnera un petit chien. Vous voyez là les réactions de ce patron des producteurs de radium qui dit « Voyez Marie Curie, elle s'est toujours bien portée, travailler sur le radium ». Puis cette belle pub, c'est une lime, moi ça va. Mais ça, c'est des affaires personnelles. J'en parle pas. Alors on était le 23 juin, et là encore, la journée justement sans Sonia. Il est sorti, ah ouais, il est juste allé faire quelques courses, et puis il a écrit sa lettre à sa vieille tante, mais c'est pas à cause de la tante, je l'ai dit, répété, c'est juste sur lui-même, et la littérature, est-ce qu'il lit, est-ce qu'il apprend, c'est ça qui nous manque tellement, et là, parce que c'est cette question de l'auteur de la littérature, j'ai essayé de reprendre une étude de 1922, ça il n'y a pas si longtemps, c'est Dunsany. Le grand Dunsany, le grand Dunsany parce qu'il faisait 1m93, Dunsany, voilà une sélection des nouvelles de Dunsany. Alors dans le dossier, moi j'ai un ensemble qui s'appelle 51 Tales, les 51 histoires de Dunsany. J'en ai traduit un peu plus de 30. Alors ça, vous l'avez dans le dossier. Moi, c'est un de mes textes fétiches de Dunsany. Mais comment il vit, Dunsany, de ce qu'il publie, même si pourtant il a fait des pièces de théâtre, etc. Non, il vit des conférences et des lectures sur le continent américain. Et quand il vient à Boston, qui les accueille, c'est les United Amateurs. Et qui va présenter Dunsany au public, c'est Lovecraft. Et là, quand il fait en 1922, alors c'est dans un truc qui s'appelle The Hub Club, c'est une de ces petites publications là, du mouvement des journalistes amateurs. C'est quand même une étude de 20 pages où il présente comment Dunsany travaille, y compris par exemple sur le fait qu'il écrit l'après-midi en buvant du thé et que pour lui il fallait qu'il se soit écrit vite et que la matinée c'était plutôt pour gamberger à tout ça. Et ce grand Dunsany, figurez-vous quoi, quand il arrive à Boston, qu'il a un vieux par-dessus tout débraillé. Ça me pose... ouais, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'arrogance. Et ça, Lovecraft, c'est ce qui... Alors... la personnalité de Lord Dunsany est extrêmement attachante, comme peut en témoigner l'auteur de ces lignes, qui était assis dans un fauteuil juste en face de lui lorsqu'il a pris la parole dans la salle de bal du Copley Plaza à Boston en octobre 1919. À cette occasion, il a exposé avec beaucoup de charme ses théories littéraires et lu dans son intégralité sa pièce The Queen's Enemy. C'était un homme très grand, de corpulence moyenne, au teint clair, aux yeux bleus, au front haut, cheveux abondants, son visage délicatement beau, son expression. Voilà, ça c'est le début de ces 19 pages de Lovecraft sur Dunsany. Pour moi, pourquoi je le prends et pourquoi j'installe ce truc que vous pouvez télécharger évidemment dans le dossier, parce que la catalyse pour Lovecraft, ce sera quoi? À quel moment, Nathalie Heinrich, tu décides intérieurement que tu es un écrivain? Pour Lovecraft, on est dans le United Amateur, on produit des histoires, on écrit des poèmes. Est-ce que ça suffit pour dire intérieurement je suis écrivain? Ben là, il y a un mystère. Et tout d'un coup arrive Dunsany. Lovecraft est grand, il fait 1m80 et quelques. Il voit encore un gars qui fait 10 cm de plus que lui, qui a passé sa vie à écrire des histoires. Et lui, il est écrivain. Il se balade d'un continent à l'autre et il fait des conférences, là, maintenant, là, à Boston. C'est lui, Lovecraft, qui l'a présenté. Tout d'un coup, se dire, moi aussi j'écris des histoires. Mais ça, cette bascule intérieure qui pourrait être, c'est moi, maintenant, qui suis intérieurement le Dunsany de Lovecraft. Je le dis de traviole, ouais, mais je suis sûr que cette rencontre-là, la rencontre d'un vrai écrivain. Ben oui, il y a Ambrose Bierce et Loveman est en contact épistolaire avec Ambrose Bierce et George Kirk a créé un bouquin avec les lettres de Loveman à Bierce. Donc cette instance de validation symbolique, elle est extrêmement présente
par exemple, pour la chaîne Kirk, Loveman, Ambrose Bierce. Mais là, tout d'un coup, elle va l'être aussi directement via Dunsany pour Lovecraft. Et ça encore, dans la fresque, profitons d'une journée calme pour revenir un petit peu ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans le journal? Oh, une histoire de faits divers. Bah, ça c'est pas très grave, ça c'est bien fini. Mais toute une équipée de bandits pour aller voler un camion de lait. Une très belle idée. Ellis Island. Oui, c'est pour les immigrés. Mais les passagers qui arrivent à New York juste pour une petite visite. Oui, mais quand ils arrivent en 3e classe, à qui nous dit d'où ils viennent? Donc les passagers de paquebot de 3e classe rejoindront les immigrants pour un petit passage et un enregistrement à Ellis Island. Voilà qui va protéger l'Amérique. C'est pas une belle idée, ça. Voilà. William Beebe, qui est toujours au Galapagos, mais là il y a une éruption volcanique, il doit revenir. C'était le 23, mais rien que pour Dunsany, je tenais à ce qu'on installe aussi ça à ce moment-là. Et puis le 24, bien là le 24, donc Sonia est revenue, j'en ai parlé. On traîne toujours les rues en espérant qu'un jour on va tomber sur ce fichu costume. Et puis quand elle part enfin se reposer Clinton Street, ben lui va à la bibliothèque, la grande bibliothèque de New York, pour lire son livre de Gertrude Selwyn Kimball. Et ce livre de Gertrude Selwyn Kimball, il est à la bibliothèque de Berkeley. On le trouve ultra facilement en fac-similé. Un très beau PDF. J'ai pris la page de garde et j'ai pris cette reproduction. Donc, c'est l'histoire de Providence, de la First Baptist Church. Et vous voyez qu'évidemment, le contexte, ce qu'il y a autour a beaucoup changé. Elle est quasiment pas, là, à sa fondation, elle est quasiment à la campagne. Pas du tout dans un tissu urbain. Mais, là, au bout de Benefit Street, moi, je revois ce clocher que j'ai pu escalader, grimper un à un les 5 niveaux dans l'intérieur de ce petit clocher. Mon fait divers du New York Times, c'est un truc, c'est littéralement atroce. Donc, j'étais en usine, je ne peux pas rester longtemps, mais l'acide fluorhydrique, l'acide chlorhydrique, c'est rien. Vous pourriez le boire. Le faites pas, hein. Mais l'acide fluorhydrique, mais c'est dingue, une micro-goutte, et tu dissous n'importe quel truc de cuir. Quelles expériences on faisait avec ça? Tu mets ça sur un tout petit coin de vieille blouse, là, juste pour voir comment l'acide fluorhydrique détruit tout. Voilà, ces types-là, ils avaient pris un taxi et ils ramenaient pour je sais quelle industrie. Ben, nous aussi, on s'en servait couramment de l'acide fluorhydrique. Un gros jug, une bassine, là, d'acide fluorhydrique. Elle explose. Ça a dû être littéralement atroce. Il y a 2 morts, 2 blessés. Et savez-vous qu'un des blessés s'appelle Edward Hopper? Bon non, c'est pas le peintre, c'est juste un homonyme. Mais tout d'un coup, le nom Edward Hopper qui arrive là, avec cette histoire-là. Ah, puis un petit là, fier de la France. Alors regardez, là j'avais traduit ça d'abord, là, l'histoire de jug avec d'acide fluorhydrique avec Edward Hopper, l'autre, et là, je l'ai retraduit aussi, cet article, je pouvais pas. C'est un monsieur Maurice Lebon. Oh, rien à voir avec moi. Non, quand même. J'ai même pas à voir qu'un venir avec Gustave Lebon, ni rien du tout. C'est Maurice Lebon. Ce Maurice Lebon a repris d'un Russe qui s'appelle Voronov. Voronov, on prend chez les singes les glandes, la thyroïde ou je sais pas quoi, ou les glandes du pancréas et tout ça, et on vous injecte ces glandes, ou même on vous greffe ces glandes, et l'opération de Voronov, c'est qu'on vous laisse à l'intérieur des glandes de singe. Alors Maurice Lebon nous informe très gentiment qu'en France, 300 opérations ont été réalisées à ce jour avec des résultats conformes aux attentes. Parmi les personnes récemment rajeunies figurent 2 médecins âgés de plus de 80 ans, un ancien sénateur français de plus de 75 ans, maintenant 75 ans pour nous, c'est jeune pour un sénateur, hein. Ça vieillit là-dedans, ça vieillit pas forcément bien. Et un savant espagnol renommé de 65 ans, qu'on a rajeuni aussi. Mais prenez l'écriture que Lovecraft, la fiction, cette fois que Lovecraft va écrire dans quelques semaines, Cool Air, un air glacial.
Il est situé dans le Hell's Kitchen de New York. C'est quoi ce gars? Lui, ce sera à l'ammoniac. Mais on est exactement dans cette problématique de la mort impossible. Et qu'est-ce qu'il pose comme problème, ce Maurice Lebon? C'est que même si on consacre toute la Guyane française à l'élevage intensif de singes, oui, on va le faire. Mais est-ce qu'il y aura assez de singes pour rajeunir toute la population humaine? Voilà la grave question de monsieur Maurice Lebon. Puis les autres choses, bah, allez voir, tiens, ouais, si, allez, on finit comme ça, on finit comme ça. À Harlem, il y a un hôpital. Eh bien, le directeur de l'hôpital maintenant va être un noir. Oh, Negroes to run Harlem Hospital. Le New York Times, il fait comme ça de la tête. Quand on vous dit que tout va mal, mon pauvre monsieur, l'hôpital de Harlem va être dirigé par un noir. À demain.